Bonjour, on est le vendredi 1er janvier 2021. Je vous souhaite une bonne année, déjà 2021. Et donc, le thème abordé, c'est le chapitre sur la dérivation pour les élèves de classe de première, enseignement de spécialité. Alors, avant d'aborder la notion purement théorique, je vais prendre un exemple introductif et on va démarrer comme ceci. Donc, supposons que, par exemple, on lance un objet depuis une tour. On dit que cet objet est lancé, donc est en chute libre. Donc, on parle de chute libre d'un corps. Donc, ici, vous avez la fonction f qui est définie par f de t égale à 1 demi gt2. Alors, f de t est mesuré en mètres. G, c'est la gravitation qui est mesurée en mètres par seconde carré. Donc, pour des raisons, autrement dit, si vous lancez un corps, vous voyez, la distance parcourue est bien entendu indépendante de la masse du corps. Bien sûr, on suppose que ce corps a été lancé en chute libre. Et donc, si par exemple, en une seconde, le corps aura parcouru, donc là, l'unité, c'est des mètres par seconde carré, c'est l'accélération. Là, c'est des secondes au carré, donc vous voyez, ça me donne bien des mètres. Donc, au bout d'une seconde, le corps aura parcouru quelle distance? 1 demi que multiplie 9,81. Il aura parcouru 9,81 divisé par 2 mètres. Alors, pour des raisons de calcul, je vais simplement poser cette valeur-là égale à 1. Et donc, je vais travailler avec une distance parcourue en fonction du temps égale tout simplement à t au carré, simplement pour des raisons de calcul. Autrement dit, par exemple, à l'instant t égale 1, à l'instant t égale 1, le corps aura parcouru une distance de 1 mètre, c'est-à-dire 1 au carré. À l'instant t égale 2, le corps aura parcouru une distance, donc f de 2, qui est égale à 4. F de 3, 3 au carré, ça fait 9. Vous remarquez que j'ai fait varier le temps d'une seconde et les distances parcourues étaient respectivement de 1, de 4, de 9. Vous voyez qu'en une seconde, on est passé de 1 à 4 et de 4 à 9. Autrement dit, le corps, la bille qu'on vient de lancer va de plus en plus vite. Il y a un phénomène d'accélération. Par exemple, à t égale 4, la distance parcourue serait de combien? De 16 mètres. Alors, ce que l'on peut présenter comme ceci, donc on voit très bien, par exemple, si je prends à l'instant t égale 1, donc à l'instant t égale 1, on a donc f de 1 qui est égal à 1 au carré. Donc f de 1 est égal à 1 au carré, ça fait donc 1. La distance parcourue est donc de 1 mètre. T égale 2, donc f de t égale 2 au carré, ça fait tout simplement 4. Et donc t égale 3, la distance parcourue serait tout simplement de 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc ici, j'ai 1 mètre, 4 mètres et 9 mètres. Donc vous voyez que le mouvement est comment accéléré. Donc l'intérêt est de savoir, admettons qu'on veuille calculer la vitesse à laquelle se déplace donc ce corps en chute libre. Donc c'est ça, vous allez comprendre l'intérêt de la dérivation. Alors qu'est-ce que c'est une vitesse? Vous vous rappelez très bien, pour calculer la vitesse d'un mobile, V, c'est la distance parcourue, d'accord, divisé par la durée t. C'est ça la vitesse. On appelle ça une vitesse moyenne. D'accord? On va par exemple calculer la vitesse entre l'instant t égale 3 et l'instant t égale 4. À l'instant t égale 3, le corps aura parcouru une distance de 3 au carré. Donc le corps aura parcouru
une distance égale à tout simplement f de 3, c'est-à-dire 9. À l'instant t égale 4, le corps aura parcouru une distance égale à f de 4, c'est-à-dire à 16. Donc, en une seconde, entre 3 et 4 secondes, donc sur une durée de 1 seconde, le corps aura parcouru une distance égale à la différence F4 moins F3. F4 moins F3, c'est 16 moins 9, ce qui fait une distance de 9 mètres. Donc, en une seconde, le corps aura parcouru une distance de 9 mètres. Mais maintenant, on va déterminer sa vitesse moyenne. Sa vitesse moyenne V est tout simplement égale à la distance parcourue, 7 mètres, divisé par la durée, 1 seconde, et ça me fait bien, sa vitesse moyenne est de 7 mètres par seconde. Très bien. Maintenant, si on s'amuse à calculer sa vitesse moyenne entre l'instant 4 et l'instant 5, donc je vais calculer F5 moins F4. On voit très bien que la distance parcourue, c'est 25 moins 16, qui est égal tout simplement à 9 mètres. Et cette fois-ci, sa vitesse moyenne est tout simplement égale à 9 mètres divisé par 1 seconde, ce qui me donne 9 mètres par seconde. Vous voyez bien que, entre l'instant 4 et l'instant 5, la vitesse est supérieure entre l'instant 3 et l'instant 4. J'ai pris le même écart, 1 seconde, et donc le corps est accéléré. Plus t augmente, plus la vitesse augmente. On appelle ça un mouvement uniformément accéléré. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais m'amuser à réduire cet écart-là. Regardez ce qui va se passer. Et donc là, on va rentrer petit à petit dans le sujet qui nous intéresse. Là, je vais effacer. Je vais calculer, excusez-moi, je vais prendre cette fois-ci un écart d'une demi-seconde. Je vais donc calculer, par exemple, la vitesse moyenne entre l'instant t égale 3,5 et l'instant t égale 3. Donc 3,5 moins f de 3. Donc je calcule ça et je trouve une distance, donc ça fait 12,25 moins 9, ce qui me donne 3,25 mètres. Maintenant, je vais calculer la vitesse moyenne. Attention, cette fois-ci, la durée n'est plus 1 seconde, mais 0,5 secondes. Donc la vitesse moyenne, c'est 3,25 divisé par 0,5. Autrement dit, ça fait tout simplement, donc ici 5, donc ça fait 6,5 mètres par seconde. Et maintenant, si je prends une autre demi-seconde, entre 3,5 et 4, je vais donc calculer f de 4 moins f de 3,5. Ça me fera donc 16 moins 12,25, ce qui me donne 3,75 mètres. Et donc la vitesse moyenne pour l'autre demi-seconde, la vitesse moyenne est tout simplement égale à 3,75 divisé par 0,5. Et on a bien une vitesse moyenne qui est cette fois-ci égale à 7,5 mètres par seconde. Alors maintenant, au lieu de prendre un intervalle de 0,5 secondes, admettons que je parte
de l'instant t égale 3. Hein, je démarre à l'instant t égale 3. À l'instant t égale 3. Et je vais compter un intervalle de temps que je vais appeler delta t à partir de l'instant t égale 3 secondes. C'est-à-dire que je suis ici à t égale 3 secondes. Et là, je serai à quel instant? À l'instant t égale à 3 plus delta t. Tout à l'heure, j'ai pris un delta t égale à 0,5. Là, je prends delta t en général. Donc, si je calcule la vitesse moyenne, comme tout à l'heure, comment je fais pour trouver la vitesse moyenne? Regardez bien, je vais donc faire f de 3 plus delta t, d'accord, moins f de 3, et le tout divisé par quoi? Par, tout simplement, 3 plus delta t moins 3, c'est-à-dire le tout divisé par delta t, par cet accroissement. Le tout divisé par delta t. Je vais donc développer, remplacer et calculer ce qui se trouve au numérateur. Et j'obtiens quoi? J'obtiens tout simplement ceci. Au numérateur, j'obtiens 3 plus delta t au carré moins 3 au carré sur delta t. Je simplifie, je développe, j'ai une identité remarquable et ça me donne 9 plus le double produit 6 delta t plus delta t au carré moins 3 au carré, ça fait 9 sur delta t. Plus 9 moins 9 s'annule. Donc, ça me laisse, en mettant delta t en facteur, ça me laisse donc mon dénominateur delta t. Mon numérateur, ça me fait donc 9. Alors, je vais bien le montrer que 9 moins 9, ça fait 0. Donc, ici, je mets delta t en facteur, ce qui me donne delta t facteur de 6 plus delta t. Alors attention, on va bien entendu supposer, puisque j'ai pris un accroissement, donc là je suis à l'instant t égale 3 secondes, là je suis à l'instant t égale 3 secondes plus delta t. Naturellement, delta t est différent de 0, d'accord? Puisque j'ai pris un accroissement tout petit, mais qui est non nul. Ce qui veut dire que je peux simplifier ce rapport, je peux simplifier cette fraction par delta t, ce qui me donne au final 6 plus delta t. Et donc, on constate quoi? On remarque que le résultat, on remarque que cette vitesse moyenne dépend de delta t. Cette vitesse moyenne dépend de delta t. Alors, delta t donc est un accroissement tout petit. Imaginons que delta t se rapproche de 0. Alors, on va dire, on fait tendre. Si on fait tendre delta t vers 0, on obtient ce qu'on appelle une vitesse, on obtient une vitesse
instantanée, une vitesse instantanée en t égale combien? En t égale 3, puisque delta t tend vers 0. On obtient, ce n'est plus une vitesse moyenne, mais cette fois-ci, on obtient une vitesse instantanée. Et cette vitesse instantanée est tout simplement égale à combien? Et elle est égale à 6 mètres par seconde. Cette vitesse instantanée est tout simplement égale à 6 mètres par seconde. Donc, si je veux calculer une vitesse instantanée à l'instant t égale 4, ben, je refais les mêmes opérations. Alors, on ne va pas bien sûr remplacer par 4, par 5. On va maintenant essayer de raisonner de façon plus générale. Et donc, plus généralement, voilà ce qu'on va dire. On va donc se fixer un instant t. Et on va se fixer l'instant t plus delta t. Et on va calculer la vitesse d'abord moyenne. La vitesse moyenne entre t et t plus delta t, c'est quoi? C'est f de t plus delta t moins f de t, le tout divisé par delta t. Je sais que f de t, c'est t au carré. Donc, f de t plus delta t, c'est tout simplement t plus delta t au carré, moins f de t, c'est-à-dire t au carré, sur delta t. Je développe mon numérateur. Et ça me donne t au carré plus le double produit 2 fois t fois delta t plus delta t au carré moins t au carré sur delta t. T au carré moins t au carré s'annule. Il va me rester donc, j'aurai donc au numérateur, j'aurai 2t delta t plus delta t carré sur delta t. Je mets delta t en facteur. Je rappelle toujours, bien entendu, que delta t est non nul. D'accord? Delta t est non nul. Je mets delta t en facteur comme précédemment. Et ça me donne tout simplement delta t, facteur delta t, facteur de 2t, plus delta t sur delta t. Je suppose que delta t est différent de 0. Je peux donc simplifier par delta t, ce qui me laisse 2t plus delta t. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Donc dans le cas, alors on va dire ceci, dans le cas où f de t égale t au carré étant la distance donc parcourue, f de t c'est la distance parcourue donc par ce corps, et bien la vitesse instantanée en t, la vitesse instantanée en t est tout simplement égale à
la vitesse instantanée en t est égale à quoi? À 2 fois t. Et j'ai obtenu 2 fois t en calculant comment? Donc la vitesse instantanée v de t, je l'ai obtenue comment? En calculant la limite lorsque delta t tend vers 0 de quoi? De 2t plus delta t. Et cette limite-là est tout simplement égale à 2 fois t. Donc là, on retrouve bien le résultat précédent. La vitesse instantanée à t égale 3, ça fait 6. La vitesse instantanée à t égale 4, ça fait 8, etc., etc. Et donc, ce qu'on vient de faire. Donc, rappelez-vous, on avait calculé dans un premier temps une vitesse moyenne. Et bien sûr, l'important est de savoir c'est quelle est la vitesse du corps à l'instant t précisément. Pour trouver cette vitesse instantanée, il faut bien sûr poser l'opération que j'ai appelée d'abord ici vitesse moyenne. Et en posant la vitesse moyenne, je réécris tout ce que je viens de dire, j'ai calculé la vitesse moyenne, d'accord, qui est égale à f de t plus delta t moins f de t, le tout sur delta t, le tout sur delta t. Et pour trouver la vitesse instantanée, il suffit de calculer la limite de ce rapport-là lorsque delta t tend vers 0. Lorsque delta t tend vers 0. Et bien cette limite-là, elle porte un nom. On dit que c'est la dérivée de f en t. Et on va la noter comme ceci. Et donc, si f de t est égal à t au carré, on vient de montrer que sa dérivée en t, f' de t, est tout simplement égale à 2 fois t. Donc cet exemple-là nous a permis de montrer par exemple que si je prends la fonction f définie par f de x égale x au carré, eh bien, sa dérivée f' de x est tout simplement égale à 2x. Alors, mais avant de continuer, j'aimerais que vous compreniez ceci. Ce qu'on vient de poser ici comme rapport, hein, ce rapport-là, donc le rapport f de t plus delta t moins f de t sur delta t, on appelle ça tout simplement un taux d'accroissement. Un taux d'accroissement ou un taux de variation. Un taux de variation. C'est peut-être mieux. Un taux de variation. Ça veut dire que j'ai fait varier t vers t plus delta t. Et donc, pour calculer un taux, on fait donc un rapport entre f de t plus delta t moins f de t sur delta t. Et bien sûr, on a dit précédemment que la limite de ce rapport-là, lorsque delta t tend vers 0, est tout simplement égale à la dérivée de f en t, c'est-à-dire à f' de t. Alors voilà ce qu'on a déjà appris dans les classes antérieures. On a appris que le taux de variation d'une fonction petit f entre deux réels petit a et petit b, c'est tout simplement fb moins fa sur b moins a. C'est un taux de variation entre
le taux de variation d'une fonction f entre deux réels, petit a et petit a. On parle aussi du taux moyen, du taux d'accroissement moyen de f entre petit a et petit b. Donc fb moins fa sur b moins a. Donc ça veut dire que si je prends une fonction f, par exemple, définie par f de x égale une fonction f définie par f de x égale, je ne sais pas moi, x au carré moins 5, et que je calcule donc le taux de variation ou le taux d'accroissement moyen de f entre les valeurs 5 et entre les valeurs 5 par exemple et on va dire 3, on va donc calculer f5 moins f de 3 sur 5 moins 3. F de 5, ça fait 5 au carré, donc ça fait 25 moins 5, moins f de 3, 3 au carré, donc 9 moins 5, le tout sur 5 moins 3, c'est-à-dire 2, ça me fait donc 20 moins 4 sur 2, ça fait 20 moins 4, ça fait 16, 16 sur 2, ça fait 8, donc le taux de variation donc de f entre les valeurs entre 3 et 5 est tout simplement égal à 8. Alors, si on peut juste faire un petit rappel pour ce qu'on appelle ici le taux de variation, admettons que je prenne une fonction f quelconque, d'accord? Je prends donc une fonction f quelconque qui est représentée par cette courbe-là, donc sur un intervalle i. Donc, je vais la représenter, la fonction f est représentée par cette courbe-là, par exemple. Admettons que je prenne deux points, un point A et un point B. Donc, j'ai un point A et un point B. Donc, le point A et le point B. Le point A a pour coordonnée abscisse petit a et pour ordonnée petit fb, pardon, fa. Je vais faire ça un peu plus proprement. Alors, voilà. Donc ici, j'ai petit a, son abscisse A, son ordonnée f de A, abscisse du point B, petit b, ordonnée du point B, fb. Donc là, j'ai petit b, là, j'ai f de A, et là, j'ai f de B. Je vais donc tracer la droite AB. Je vais tracer la droite AB. Et la droite AB a pour coefficient directeur, droite AB a pour coefficient directeur tout simplement
FB moins FA sur B moins A. Le coefficient directeur de la droite, AB, bien sûr avec le point A de coordonnées, le point A de coordonnées petit a FA et le point B de coordonnées petit b FB. Le coefficient directeur de la droite AB, c'est tout simplement FB moins FA sur B moins A. D'accord? Très bien. On verra après que cette droite-là a une particularité lorsqu'on va effectivement faire tendre B vers A. Autrement dit, lorsque le point B va petit à petit se rapprocher du point A, on verra que la droite orange, la droite AB, aura une position limite par rapport à la courbe. Elle va tendre vers la tangente à la courbe en A. Autrement dit, pour le moment, la droite AB est séquente à la courbe en A et B. Et donc, là, on va donc faire un lien entre nombre dérivé et coefficient directeur de la tangente. Donc là, pour le moment, on voit le rapport qu'il y a entre taux de variation et coefficient directeur d'une droite. Donc, si j'ai une droite qui passe par les points en général A, XA, YA et le point B de coordonnées XB, YB, on sait très bien que le coefficient directeur de cette droite, que j'appelle petit a, le coefficient directeur de cette droite, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Donc voilà pour le rappel. Alors maintenant, on va passer à la notion donc de nombre dérivé. Donc, nombre dérivé d'une fonction f en A. Regardez bien. Le taux de variation d'une fonction f entre deux réels. Tout à l'heure, on a pris, rappelez-vous, en introduction, on a pris t et t plus delta t. Cette fois-ci, on va prendre a et a plus h. Vous voyez? Le delta t, c'est h. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a fait tendre delta t vers 0. Et là, tout à l'heure, on fera tendre petit h vers 0. Alors, le taux de variation d'une fonction f entre deux réels a plus h et a, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est f de a plus h moins f de a sur la différence des deux. Vous vous rappelez? A plus h moins a, ça vous donne bien h, c'est-à-dire ça me donne bien le fameux, tout à l'heure on avait écrit ceci, f de t plus delta t moins f de t moins f de t sur delta t. Et donc là, le delta t, je l'ai remplacé par petit h. Donc, le taux de variation de f entre deux réels a plus h et petit a, avec bien sûr h non nul, rappelez-vous, delta t était différent de 0. Ben, ce taux de variation, c'est tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, tout à l'heure on a dit fb moins fa sur b moins a. Là, fb moins fa, donc cette fois-ci, puisque c'est le taux d'accroissement entre a et a plus h, donc c'est f de a plus h moins f de a sur, si je fais a plus h moins a, ça me donne bien h. Alors, si la limite de ce taux de variation, tend vers un nombre réel, lorsque h tend vers 0, alors on dit que f est dérivable en a, et ce nombre réel est appelé le nombre dérivé
de f en A. Et on le note f' de A. Donc, en résumé, ça voudrait dire quoi? Que f' de A, le nombre dérivé de f en A, f' de A, est tout simplement égal à la limite lorsque h tend vers 0. Alors, de quel rapport? Du rapport f de A plus h moins f de A sur h. Alors, bien sûr, il faut que cette limite soit, il faut que cette limite existe et donc qu'elle soit égale à un nombre réel. Autrement dit, il faut que cette limite soit finie. Ça vous donne un nombre. Donc, voilà comment on définit le nombre dérivé d'une fonction f en A. Alors, je continue. Alors, donc c'est pas du tout ça. Voilà, donc on peut dire ceci, écrit plus proprement, donc fonction dérivée en A, on dit qu'une fonction petit f est dérivable en A si la limite, donc la limite de f de A plus h moins f de A sur h, cette limite existe et bien sûr si elle est finie. Donc cette limite est appelée la dérivée de f en A et on la note f' de A. Ensuite, fonction dérivée sur un intervalle. On dit qu'une fonction petit f est dérivable sur un intervalle grand I si elle est dérivable pour tout réel petit a de grand I. Et on a vu dans quelles conditions une fonction est dérivable, si bien sûr la limite, lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h est égale à un nombre réel. Donc soit petit f, une fonction dérivable sur un intervalle grand I. On appelle fonction dérivée de la fonction petit f, on la note f', la fonction qui a tout réel x associe le réel f' de x. Maintenant, si vous voulez bien, je vais faire le lien entre nombre dérivé et tangente. Alors d'abord, avant de faire ça, je vais vous rappeler comment on fait pour déterminer l'équation d'une droite. Alors, équation détermine donc équation d'une droite. Alors, je vais prendre de coefficients directeur petit a et passant
par le point grand A de coordonnées XA, YA. D'accord? Comment je fais pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite de coefficient directeur petit a et passant par le point de coordonnées XA, YA. Je sais que l'équation réduite d'une droite est de la forme Y égale AX plus B. Donc, petit a m'est donné. Vous voyez, Y égale AX plus B. Le petit a, je l'ai, puisque le coefficient directeur m'est donné. Comment je fais pour trouver l'équation de cette droite qui passe par ce point? Mais comme ce point appartient à la droite, ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai donc forcément YA est égal à AXA plus B. J'ai ici deux égalités. Je peux les soustraire membre à membre. Et donc, je fais égalité 1 moins égalité 2. Ça me donne Y moins YA égale. Alors, B moins B s'annule. Ça me laisse AX, bon, je l'écris, hein, AX plus B moins AXA moins B. Ce qui me laisse Y moins YA. B moins B s'annule. Je mets petit a en facteur et ça fait petit a facteur de X moins XA. Donc, de façon générale, une droite D qui a pour coefficient directeur petit a et qui passe par le point A de coordonnées XA, YA a pour équation Y moins YA égale petit a facteur de X moins XA. Donc ça, c'est très important pour aborder la notion de nombre dérivé et tangente, c'est-à-dire nombre dérivé et équation de la tangente. Donc, j'ai un coefficient directeur, j'ai un point, j'ai l'équation de la droite. Très bien. Maintenant, je reprends ce qu'on a dit précédemment. Donc, je vais prendre une courbe comme tout à l'heure, la courbe qui représente une fonction f. Admettons que ma courbe ait cette allure-là. D'accord? Je prends sur cette courbe deux points, un point A et un point B. On a dit que le point... Alors, cette fois-ci, je vais prendre ici un point A et un point M. Donc, le point A a pour coordonnées... Donc, le point A alors a pour coordonnées, donc je vais prendre ici abscisse petit a, et ordonnée, puisque le point A est sur la courbe, ordonnée f de a. D'accord? Donc petit a donc ici petit a et là f de a. Cette fois-ci, je prends un point M de coordonnées. Donc, je vais m'écarter d'une certaine longueur ici que je vais appeler petit h. Et donc, le point M aura pour abscisse A plus H. Le point M aura pour abscisse A plus H. Et pour ordonner, F de A plus H.
Donc, les coordonnées de M sont A plus H et ordonnées, bien sûr, comme le point M est sur la courbe, F de A plus H. Très bien. Le coefficient directeur de la droite AM, le coefficient directeur de la droite AM est tout simplement égal au taux de variation de A entre A et A plus H. Donc le coefficient directeur de cette droite que je vais tracer, coefficient directeur de la droite AM, est tout simplement égal à F de A plus H moins F de A divisé par, attention, A plus H moins A divisé par H. Voilà le coefficient directeur de la droite AM. Le coefficient directeur de la droite AM, je l'appelle ici petit a. Non, pas petit a, je vais l'appeler petit m. Coefficient directeur de la droite AM. Maintenant, regardez ce qui se passe. Si on fait tendre H vers 0. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer si on fait tendre H vers 0, c'est-à-dire que petit h va aller dans ce sens. Donc, le point M va se déplacer sur la courbe. Et vous remarquez bien que le point M, à un moment donné, voyez la droite AM, si on fait tendre H vers 0, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la séquente, la droite, pardon, la position limite de la séquente, AM à la courbe CF, la position limite de cette droite, vous voyez que si H tend vers 0, le point M se déplace et se rapproche de A. Donc la position limite de la séquente AM à la courbe CF est tout simplement la tangente à la courbe au point A. Vous voyez très bien que si, vous voyez, plus M, plus H se rapproche de 0, vous voyez, donc là j'ai AM, donc admettons que le point M soit maintenant ici, et le point M est ici, toujours séquence, et ainsi de suite. Et là vous atteignez ce qu'on appelle une position limite. Et la droite que vous avez ici, la droite que vous obtenez ici, c'est tout simplement la droite T, qui est la tangente à la courbe en A. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Si j'écris, alors là je vais effacer, maintenant si j'écris ceci,
J'écris limite. Qu'est-ce que c'est la limite? Lorsque h tend vers 0 de ce taux de variation, qu'est-ce qu'il va me donner? Parce que je le vois graphiquement. Il va me donner, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, le nombre dérivé de f en a. Il va me donner f' de a. Mais attention, f' de a, c'est quoi? Ben, f' de a n'est autre que, et tout simplement, est le coefficient directeur ou la pente, si vous avez un repère orthogonal. Donc, je dis coefficient directeur parce qu'on peut avoir des axes non orthogonaux. D'accord? Donc, f' de a est le coefficient directeur de la tangente T, à la courbe CF, au point A. Au point A d'abscisse petit a. Donc, je répète, le nombre dérivé de f en a est tout simplement égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si on a un coefficient directeur et si on a un point, on peut déterminer l'équation de la droite. C'est ce que je vais faire. Et maintenant, je vais écrire équation de la tangente. Équation de la tangente. Tout à l'heure, on avait écrit, lorsqu'on avait l'équation de la droite qui passe par les points A et B, rappelez-vous, on avait écrit Y, elle passe par le point A et on a son coefficient directeur petit a. On a écrit Y moins YA égale à petit a, facteur de X moins XA. Ici, le petit a, c'est f' de a. Donc, l'équation de ma tangente. J'écris équation de la tangente. Équation de la tangente. Équation de la tangente T à la courbe CF au point d'abscisse A. C'est tout simplement, j'applique la formule qui est là, c'est tout simplement Y moins YA, c'est quoi? C'est F de A égale petit a, c'est le coefficient directeur de la tangente, c'est F' de A. Donc F' de A, facteur de X moins l'abscisse du point A. Voilà l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A. Je vais l'écrire après plus proprement. Donc voilà qui est plus proprement. Donc équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse A, c'est Y moins F de A égale F' de A facteur de X moins A. Et bien sûr, F' de A est le nombre dérivé de F en A, est tout simplement égal à la limite lorsque H tend vers 0 de F de A plus H moins F de A sur H. Alors, on va maintenant apprendre à dériver donc, des fonctions de référence. Donc, les fonctions de référence, c'est la fonction carré. Du reste, on a vu tout à l'heure. Ensuite, la fonction inverse. Et
la fonction racine carrée, par exemple. D'accord? Donc, on va retrouver les fonctions dérivées de ces trois fonctions. Alors, pour x carré, je l'ai fait tout à l'heure, mais je le refais. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va donc calculer donc la limite. Donc, on va d'abord calculer le rapport f. Non, j'ai la fonction f qui a x associe x au carré. On va donc calculer d'abord f de a plus h moins f de a sur h. Sur h. Je remplace, donc ça me fait a plus h au carré moins a au carré, le tout sur h. Alors, je n'ai pas pour habitude d'écrire à la queue leu comme ça, c'est pour gagner de l'espace. Donc là, je développe le numérateur. Ça me fait a carré plus 2ah plus h carré moins a carré sur h. On a compris que là, a carré moins a carré s'annule, et ça me laisse donc tout ceci, f de a plus h moins f de a, le tout sur h, est égal à, donc a carré moins a carré s'annule. Comme tout à l'heure ici, je mets h en facteur, ce qui me fait h facteur de 2a plus h, le tout sur h. Mais rappelez-vous, h est bien sûr différent de 0. Je peux donc simplifier par h, ce qui me laisse 2a plus h. Par conséquent, la limite de f de a plus h moins f de a, lorsque h tend vers 0, est tout simplement égal à la limite de 2a plus h lorsque h tend vers 0, ce qui me donne au résultat 2a. D'accord? Ce qui me donne au résultat 2a. Et donc maintenant, là, j'ai calculé donc f' de a, qui est égal à 2a. Donc, si je définis une autre variable que a, si je peux donc écrire, en déduire que f' de x est tout simplement égal à 2x. Autrement dit, la dérivée de x carré, c'est la fonction f' qui à x associe 2x. Alors, juste une précision. Donc ici, on est d'accord que quelle que soit la fonction, donc la fonction carrée est définie sur R, d'accord? Donc, quel que soit le réel petit a, la fonction f, n'est-ce pas, est dérivable en a, d'accord? Et son nombre dérivé en a, c'est f' de a, qui est égal à 2a. Donc, on peut dire que la fonction f qui a x associe x au carré est bien sûr dérivable sur grand R, et sa fonction dérivée f' est la fonction qui a tout réel x associe 2x. Maintenant, on va passer à la fonction inverse. Donc, à la fonction inverse, alors, donc la fonction f qui a x associe 1 sur x. Bien sûr, avec domaine de définition de f, R étoile.
Donc, c'est l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, d'accord? Moins l'infini 0 ouvert, union 0 ouvert plus l'infini. Autrement dit, la fonction f, elle n'est pas dérivable en 0. Elle sera dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0 ou sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Alors, on va donc calculer, comme tout à l'heure, le taux de variation. Donc, f de a plus h moins f de a sur h va être égal donc à 1 sur a plus h plus, pardon, moins 1 sur a, et le tout, bien sûr, sur h, avec bien sûr h différent de 0. Là, je vais réduire au même dénominateur, ce qui va me donner donc au numérateur, alors, donc ça me donne tout ceci. Ça me donne donc a, le produit des deux, ça fait donc a facteur de a plus h. Donc là, je multiplie par a. Là, je fais moins a moins h. Le tout sur h. A moins a s'annule. A moins a s'annule. D'accord? Il va me rester donc moins h sur a fois a plus h multiplié par l'inverse de h. Je simplifie par h, ce qui me laisse égal à moins 1 sur a facteur de a plus h. J'ai donc le nombre dérivé de f en a, donc f' de a, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de ce taux de variation. Mais ça est égal à ça. Donc, c'est égal à la limite de ce que je viens de trouver, moins 1 sur a fois a plus h. Mais si je fais tendre h vers 0, ça va donc me laisser f' de a égale a plus 0, ça fait a fois a, ça fait a carré, ça me fait moins 1 sur a au carré. Donc, quel que soit le réel non nul petit a, d'accord? Quel que soit le réel non nul petit a, d'accord? Le nombre dérivé de f en a, c'est moins 1 sur a au carré. Donc, ce qui veut dire que la fonction f est dérivable en a, et son nombre dérivé, c'est moins 1 sur a au carré. Et par extension, pour tout réel x non nul, on a bien f' de x égale à moins 1 sur x au carré. Par conséquent, la fonction dérivée de f qui a x associe 1 sur x et la fonction f' qui a x associe moins 1 sur x au carré. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. On va maintenant passer à la dérivée de racine carrée de x. Alors, je prends la fonction f qui a x associe racine carrée de x. La fonction f, elle est définie sur R+. D'accord? Il faut que x soit plus grand ou égal à 0.
On va donc encore une fois calculer le taux de variation entre A et A plus H. Je vais donc calculer f de A plus H moins f de A sur H. Ce qui me donne racine carrée. Ah, c'est pas bien écrit. Alors, racine carrée de A plus H moins racine carrée de A. Le tout sur H. Bien sûr, toujours avec H différent de 0. Et là, je ne peux pas simplifier, je ne peux pas faire tendre H vers 0, j'aurai 0 sur 0, ce qui n'est pas possible. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire quand vous avez des radicaux? Rappelez-vous ce qu'on appelle l'expression conjuguée. L'expression conjuguée de A moins B, c'est A plus B. Et quand vous faites une expression que multiplie son expression conjuguée, vous obtenez tout simplement une différence de carré. C'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur. Donc, l'expression conjuguée de racine carrée de A plus H moins racine carrée de A, c'est tout simplement racine carrée de A plus H plus racine carrée de A. Et ça sur H que multiplie bien sûr l'expression conjuguée, c'est-à-dire racine carrée de A plus H plus racine carrée de A. J'ai multiplié numérateur et dénominateur par, donc c'est pas égal, c'est pas multiplié, mais c'est plutôt ici égal. Voilà. Donc, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur. Donc là, j'ai A moins B fois A plus B. J'ai donc comme rapport, pour mon taux de variation, le rapport c'est quoi? Ben, c'est le carré. Donc le carré de racine carrée de A plus H, c'est A plus H. Moins le carré de racine carrée de A, c'est A. Sur H facteur de racine carrée de A plus H plus racine carrée de A. Et donc, f' de A, donc là, A moins A s'annule, d'accord? Donc, A moins A s'annule. Donc, f' de A, qu'est-ce que c'est? C'est la limite. C'est la limite lorsque H tend vers 0 de H sur racine carrée de A plus H plus racine carrée de A. Et vous avez compris, j'ai oublié bien sûr le H qui est là. Alors je vais, malheureusement, je vais déplacer un tout petit peu ici. Voilà. Donc là j'ai H tend vers 0 et là j'ai petit h facteur. Mais comme H est différent de 0, je peux simplifier par H. Ce qui me donne f' de A, c'est la limite lorsque H tend vers 0 de 1 sur racine carrée de A plus H plus racine carrée de A. Et maintenant, si vous faites tendre H vers 0, donc A plus 0, ça fait A, racine de A plus racine de A, ça fait 2 racines de A. Par conséquent, le nombre dérivé de f en A, c'est 1 sur 2 racines de A, bien sûr avec A appartenant à R+. Donc on peut de façon générale dire que là,
dérivée de racine carrée de x, c'est la fonction f' qui à x associe 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Alors bien sûr, tout ce qui vient après, on peut le démontrer. Donc tout ce qui vient après, on peut le démontrer pour la somme. Alors on va donc effacer tout ça. Alors donc on vient de démontrer que la dérivée de x3, pardon, la dérivée de x carré, fonction f qui à x associe x au carré, sa dérivée c'est 2x. La dérivée de la fonction inverse, c'est moins 1 sur x au carré. La dérivée de la fonction racine carrée, dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Alors, la dérivée, si on veut dériver une constante, si on a une fonction f qui à x associe un nombre, une constante que j'appellerai par exemple k ou c, il est normal que très vite, on voit très bien que f de a plus h moins f de a sur h est tout simplement égal à c moins c sur h. Et donc, c moins c, ça fait 0. Et donc, comme h est différent de 0, on voit très bien que la dérivée d'une fonction constante, la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Donc, la dérivée d'une constante, c'est 0. Maintenant, la dérivée de la fonction qui à x associe x. Donc là, on voit très bien que f de a plus h moins f de a sur h, ça donne quoi? A plus h moins a sur h. A moins a, ça fait 0. Et h sur h, ça fait tout simplement 1. Donc la fonction f qui à x associe x a pour dérivée 1. Donc la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. Alors on peut démontrer de la même façon que la dérivée de la fonction qui à x associe x au cube, c'est tout simplement 3x au carré. Alors ça dépasse un peu le cadre peut-être de la classe de première, parce que pour le montrer, il faut utiliser ce qu'on appelle le développement assez, faire appel au binôme de Newton. Donc si je rajoute le cas général ici, la fonction f qui à x associe x à la puissance n, et je vais considérer n comme entier naturel. Donc, ça marche aussi pour n entier relatif, ça marche pour tout n en fait, mais on va considérer que n est un entier. Donc, la dérivée f' est tout simplement la fonction qui à x associe n, x, n moins 1. Donc là, ce qui veut dire que si vous avez une fonction qui à x associe x4, sa dérivée f' est tout simplement la fonction qui à x associe 4x3. Et donc avec ça, vous retrouvez la dérivée de x, la dérivée de x à la puissance 1
n égale à 1, donc ça fait 1 qui multiplie x puissance 0 et vous retrouvez le 1. Si vous cherchez x2 et vous appliquez cette règle, ça fera donc la dérivée, ça fera 2x exposant 2 moins 1, ça fait 1, ce qui fait 2x. Et si vous appliquez AX3, AX4, AX5, ça fera donc 5, 5x4. Et même par extension, mais je vous le dis comme ça, et en première, je pense que ce n'est pas du tout d'actualité, mais je vous le dis comme ça rapidement. Si vous reprenez la fonction inverse 1 sur x, 1 sur x écrit x exposant moins 1, et si vous appliquez cette règle ici, ça fera bien moins 1, x exposant moins 1, et vous retrouvez bien moins x exposant moins 2, qui vous donne bien moins 1 sur x au carré. Et vous retrouvez le moins 1 sur x au carré. Pareil, si je fais racine carrée de x, qui s'écrit x exposant 1 demi, je peux appliquer toujours la règle, ça fait 1 demi, ma dérivée, 1 demi, x 1 demi moins 1. Et 1 demi moins 1, ça fait tout simplement x à la puissance moins 1 demi. Donc ça fait 1 sur 2 fois x à la puissance 1 demi, ce qui vous donne 1 sur 2 racine carrée de x. Bon, en fait, tout ça dépasse le cadre de la classe de première. C'est juste une parenthèse. Maintenant, on va aborder les opérations sur les dérivés. Donc, on va faire la somme de fonctions, le produit de fonctions, le quotient de fonctions. Alors, on y va. Donc, voilà ce qu'il faudrait retenir. Donc, opération et dérivation. La dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivées. Donc, bien sûr, ici, K est un réel. Donc, ici, K appartient à R. Donc, la dérivée de K fois U, c'est K fois U'. Donc, ici, K appartient à R. La dérivée d'un produit UV, c'est U'V plus V'U. La dérivée d'un quotient U sur V, c'est U'V moins V'U sur V au carré. Donc, on va essayer d'abord démontrer la première relation. Donc, on va calculer le nombre dérivé comme tout à l'heure. La première, la dérivée d'une somme de fonctions est égale à la somme de dérivées. Donc, si je prends une fonction f définie par f de x égale, alors u de x plus v de x. Je vais donc calculer toujours le taux de variation. Donc, je vais calculer f de a plus h moins f de a, le taux sur h. Je vais donc calculer f de a plus h. Ça me fait donc u de a plus h plus v de a plus h moins f de a. Ça fait donc moins u de a moins v de a et le tout sur h. Je peux réorganiser tout ça et écrire donc u de a plus h moins u de a sur h plus v de a plus h moins v de a sur h. Et donc ça, c'est toujours mon taux de variation. Donc si je fais tendre, je cherche la limite de ce rapport-là en 0, ce sera égal à la limite de ce rapport-là plus la limite de ce rapport-là. Donc la limite de ce rapport-là, c'est tout simplement f' de a. Et là, la limite, ça sera u' de a. Et la limite, lorsque h tend vers 0, c'est v' de a. Donc, en général,
f' de x est égal à u' de x plus v' de x. Donc, si la fonction f est définie par u de x plus v de x, sa dérivée, c'est u' de x plus v' de x. Donc, en général, si j'ai à dériver u plus v, je n'ai qu'à dériver u plus la dérivée de v. Alors, exemple tout simple, si on me demande de dériver cette expression, soit la fonction f définie par exemple, x au carré plus 1 sur x plus 4. Ben, je fais tout simplement ma dérivée, c'est la dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de la fonction inverse, c'est moins 1 sur x au carré. Et on a vu que la dérivée d'une constante, c'était 0. Donc voilà comment on fait pour appliquer la première propriété, donc la dérivée d'une somme de fonctions. Donc ici c'est pareil pour si je prends un réel, donc je prends une fonction f. Je prends une fonction f qui est définie ainsi, k fois u de x. Bien sûr, k étant un nombre réel. D'accord? Donc, je vais calculer le nombre dérivé, toujours f de a plus h, moins f de a. D'abord, le taux de variation sur h, c'est forcément égal à k fois u de a plus h, moins k fois u de a, le tout sur h. Je mets k en facteur, ça me fait k facteur de quoi? De u de a plus h moins u de a, le tout sur h. Et donc, si je fais tendre h vers 0, là, ça me donnera f' de a. Je fais tendre h vers 0, là, ça me donnera u' de a. Donc, je viens de montrer que f' de x est tout simplement égal à k fois u' de x. Donc, la dérivée de ku, c'est ku'. Alors, un exemple, cette fois-ci, je vais combiner les deux. Donc, si on me demande de dériver f de x, la fonction, si on me demande de dériver f de x égale, je ne sais pas, moins 5x2 plus 3 racine carrée de x moins 3 sur x. Voilà. Je vais donc appliquer mes règles. F' de x. Là, j'ai k. Là, j'ai ku. Je dérive x2. Donc, ça me fait moins 5 que multiplie la dérivée de x2. Ça fait 2x. Là, je garde le k. Là, j'ai k égale à 3. Donc, ça fait 3. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Là, j'ai moins 3 que multiplie la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Alors, j'applique maintenant mes règles. Ça fait donc moins 10x plus 3 sur 2 racine carrée de x. Moins par moins, ça fait plus 3 sur x au carré. Voilà la dérivée de f. Donc là, on a appliqué ces deux opérations, donc somme et multiplication d'une fonction par un réel. Alors là, ça va être un petit peu plus long. C'est pour démontrer le produit. Ça va être plutôt long, mais vous pouvez raisonner de la même façon. Donc, vous prenez une fonction f définie par f de x égale u de x que multiplie v de x. Et donc, vous allez calculer le nombre dérivé, le taux de variation d'abord, donc f de a plus h
moins f de A, le tout sur H. C'est quoi f de A plus H? C'est U de A plus H que multiplie V de A plus H moins f de A, c'est U de A que multiplie V de A. Le tout sur H. Donc là, ça risque d'être un petit peu long, donc je serai obligé de reprendre peut-être une autre page, une page vierge. Donc on va essayer de reprendre ça. Ok, alors attention, ça va être très long. Alors, donc je vais écrire ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on part de la dérivée, donc on a dit de U fois V. Donc U fois V. Alors, on y va. Donc, on a la fonction f qui est définie par f de x égale à u de x fois v de x. On va dériver un produit. Donc, je calcule le taux de variation, donc c'est f de a plus h moins f de a sur h. Bref, il faut aller doucement. Alors, encore une fois, alors, égal. Donc, ça fait u de a plus h, v de a plus h. Donc ça, c'est f de a plus h, moins f de a, moins u de a que multiplie v de a. Et le tout sur h. Alors, là, il y a un tout petit subterfuge. Donc là, je vais faire égal. Je vais reprendre tout ce qui est là. Je vais reprendre tout ça. Donc, u de a plus h, v de a plus h, moins u de a, v de a. Et je vais rajouter deux quantités opposées. Autrement dit, je vais rajouter 0. C'est une manipulation. C'est vrai que ça ne se devine pas. Donc ici, je vais rajouter U, donc plus U de A plus H V de A. Mais comme j'ai rajouté U de A plus H fois V de A, je vais soustraire U de A plus H fois V de A. On dit j'ai rajouté 0. Hein. J'ai rajouté plus et moins. Le tout sur H. Maintenant, je vais procéder à des regroupements. Donc ici, je vais donc mettre VA en facteur, ce qui va me donner VA facteur de U plus H moins UA. D'accord? Alors on y va. Je mets donc VA ici en facteur. Alors attention, il faut vraiment aller doucement. J'aurais pas dû vous imposer ça, mais bon, j'ai commencé. Je vais quand même aller jusqu'au bout. Alors, en revanche, pour le quotient, ça va être trop long. Je vais peut-être le zapper hein, parce que la vidéo risque d'être trop longue. Alors ici, on a dit, on met VA en facteur. Donc, ça me donne donc VA. Alors, si je mets VA, ça me fait U de A plus H moins U de A et tout ça fois VA.
Autrement dit, j'ai regroupé celui-ci et celui-ci. Ensuite, pour l'autre partie, pour ces deux-là, je mets U de A plus H en facteur. Je mets U de A plus H en facteur. Ça me donne donc plus, pourquoi j'ai mis, ouais, plus, alors, plus U de A plus H facteur, U de A plus H facteur de V de A plus H moins V de A. Et le tout sur H. Alors, je peux éclater tout ça et écrire égal. J'espère avoir de la place. Donc là. Et puis un peu plus loin. Donc là, j'ai tout simplement ici U de A plus H moins U de A sur H que multiplie V de A plus V de A plus H moins V de A sur H multiplié par U de A plus H. D'accord? Alors, comme je n'ai pas de place, je vais simplement vous demander de faire un effort, parce que normalement, pour être clair, il aurait fallu que je le rédige. Rappelez-vous ici, je vais chercher la limite. Lorsque h tend vers 0, ça me donnera f' de a. Donc, c'est égal à la limite de tout ça lorsque h tend vers 0. Donc, ça sera égal, alors je le cercle pour que vous le voyez, ça sera égal à la limite de ça lorsque h tend vers 0 et ça fait U' de A fois V de A, plus la limite de ça lorsque h tend vers 0, ça fait V' de A, mais lorsque h tend vers 0, là, ça fait U de A. Résultat des courses, je suis obligé de le présenter comme ça. Résultat des courses, f' de A est égal à U' de A que multiplie V de A plus V' de A que multiplie U de A. Ce qui rejoint ce qui avait été écrit, si j'ai f qui est égal à U fois V, la dérivée f', c'est U' V plus V' U. Voilà. V' U. Donc, bon, tout ça, vous n'aurez pas à le montrer. C'est la raison pour laquelle je vais plutôt faire l'économie de la troisième partie, la dernière dérivée d'un quotient, parce que ça risque d'être trop long. Donc là, je reviens à ce que j'avais écrit précédemment. Donc voilà, il faut donc retenir que la dérivée de U fois V, c'est U' V plus V' U. La dérivée maintenant de U sur V, c'est U' V
moins V'U sur V au carré. Alors maintenant, je vous propose de faire quelques exercices et d'appliquer ces formules à des cas différents. Alors, je vais commencer par des dérivés très simples. Je vais aller du plus simple au plus compliqué. Je vais commencer par exemple par dériver la fonction f qui à x associe donc la fonction f définie par f de x égale moins 3x au carré plus 7x plus 4. Donc là, la dérivée, ça fait tout simplement la dérivée de x2, c'est 2x. Donc 2 fois moins 3, ça fait moins 6x. La dérivée de x, c'est 1. 7 fois 1, ça fait 7. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Maintenant, si on me demande de dériver la fonction f définie par f de x égale 5x plus 3 que multiplie racine carrée de x, d'accord? Donc là, je vais poser u de x égale 5x plus 3. Je vais poser v de x égale racine carrée de x. Je vais appliquer ma formule, donc je vais calculer automatiquement u' de x, qui est égal à 5x. Ah, je suis un peu fatigué. Je vous dis quelle heure il est. Oui, il est minuit 30. Donc je voulais, encore une fois, je n'aime pas les vidéos qui sont trop courtes. J'aime bien couvrir toute la... Comme ça, vous n'avez pas à rechercher 10 playlists pour pouvoir traiter un thème. D'accord? Donc, u' de x égale à 5, puisque la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 3 c'est 0. Alors, attention, la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et donc, j'applique mon cours. Je sais que f est de la forme u fois v, ce qui implique, ça c'est pour la rédaction sur votre copie, u' v plus v'u. Hein? D'où f' de x égale, et je remplace. Et j'applique bêtement. U', ça devient mécanique. U', 5 facteur de racine carrée de x, u'v plus v'u, donc 5x plus 3 sur 2 racine carrée de x. Très bien. Alors maintenant, on va faire un quotient, donc dérivée d'un quotient. La dérivée d'un quotient, par exemple, si j'ai f, la fonction f définie par 5x moins 2 sur x plus 3. Donc là, je vais poser u de x égale à 5x moins 2, v de x égale à x plus 3. Et donc, je vais calculer u' de x qui sera égal à 5, v' de x qui sera égal à 1, puisque la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 3 c'est 0, et j'applique le cours. J'écris donc f est égal à u sur v, ce qui implique que la dérivée f', faites attention à l'ordre, c'est u'v moins v'u sur v carré. Alors, si vous mêlez les pinceaux, si vous avez un oubli, ce que vous pouvez faire de façon mnémotechnique, c'est écrire quand vous avez U sur V, ce que vous faites pour ne pas vous tromper, si jamais vous mélangez, vous ne savez pas si c'est U'V ou V'U. Ce que vous faites, vous écrivez comme ça, vous faites comme ça, vous écrivez vu, moins vu. Vous faites vu moins vu sur V au carré. Et vous mettez les primes le plus proche du signe. Et là, comme ça, vous ne trompez pas. V moins V'U. Ça, c'est au cas où vous avez un doute. Donc maintenant, on remplace. On a donc f' de x égale. C'est parti. Alors, U', donc on a dit U'V, donc ça fait 5 fois V moins V'1
fois U, le tout sur V au carré. Voilà. Et donc, je calcule 5x moins 5x, ça fait 0. 15 plus 2, ça fait 17. Voilà, sur x plus 3 au carré. Après, bien sûr, il faut apprendre à dériver des fonctions composées. Des fonctions composées, mais je crains que ça va être trop long. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis déjà. Alors, allez, je vais en écrire quelques-unes. Alors, on a fonction composée. Par exemple, si on vous demande de dériver une fonction du type... Non, ça va être trop long. Ça va être trop long à faire. Je vais quand même faire un exemple, calculer, déterminer l'équation d'une tangente. Donc, admettons qu'on vous donne une fonction f. Donc, on me donne une fonction f qui a x. Donc, la fonction f qui a x associe, on va dire, allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va faire très simple, on va prendre une fonction trinôme. Donc, fonction f qui a x associe 3x au carré moins 2x plus 1. D'accord? On me demande de déterminer, oui, déterminer l'équation de la tangente. Déterminer l'équation de la tangente. L'équation de la tangente grand T à la courbe CF au point A d'abscisse, au point A d'abscisse moins 1,5. Voilà. Donc, j'écris d'abord l'équation de ma tangente. Voilà comment elle se formule. L'équation de ma tangente, l'équation de la droite T, tangente à la courbe au point A, c'est Y moins F de moins 1,5 égale F' de moins 1,5 facteur de X moins 1,5. Voilà l'équation de ma tangente. Je vous rappelle, on l'avait écrite précédemment. Je crois qu'elle était là. Parce que... Non, ce n'était pas là. C'était pas là non plus. C'était pas là. C'était pas là. Voilà, l'équation de la tangente. Y moins f de A égale f' de A facteur de x moins A. OK. Alors, on y va. Donc, c'est plutôt... Il va aller mieux me placer là. Voilà. Donc là, on va d'abord calculer la dérivée de f. Donc f', donc je prends une couleur. Donc f' de x est égal à 6x. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc ça fait 6x moins 2. Je vais donc maintenant calculer f' de moins 1,5. Je remplace x par moins 1,5. 6 fois moins 1,5, ça fait moins 3. Moins 3, moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Je répète. 6 fois moins 1,5, ça fait moins 3, moins 2. Ensuite, f' de, f de 1,5. Alors, f de 1,5, ça fait donc 1 quart, f de moins 1,5. Alors, ça fait donc 1 quart, 3 quarts. 3 quarts plus 1. Plus 1, ça fait 2. 2 plus 3 quarts, 8 quarts plus 3 quarts, 11 quarts.
Alors, vous ne m'en voulez pas si j'ai fait une erreur de calcul, vous n'aurez qu'à corriger. Donc, je remplace. Ça me fait donc y moins f de moins 1,5 moins 11 quarts égale f' de moins 1,5 moins 5 facteur de x plus 1,5. Il ne me reste plus qu'à développer. Ça fait moins 5x moins 5,5 plus 11 quarts moins 5,5 plus 11 quarts, ça fait moins 10 quarts plus 11 quarts, ça me fait tout simplement plus 1 quart. Encore une fois, je vous laisse le soin de vérifier. Bon, maintenant, oui, il y a aussi, j'en profite, il y a aussi une dérivée que j'aurais dû rajouter ici, qui est de la forme 1 sur u. Si vous avez à dériver 1 sur u, vous pouvez bien sûr appliquer cette règle-là, mais vous voyez très bien que la dérivée de 1, c'est 0. Donc, vous appliquez directement la formule 1 sur u. Sa dérivée, c'est moins u' sur u au carré. Alors, je vais vous donner, on va recalculer notre tangente. Cette fois-ci, je vous donne une fonction f qui à x associe, on va dire, 3 sur x moins 2. Là, je ne vais pas prendre 3, je vais prendre tout simplement 5. Et on me demande de déterminer l'équation de la tangente au point A d'abscisse x0 égale 3. Voilà, on me demande l'équation de cette tangente. Je pose mon équation, c'est y moins f de 3 égale f' de 3 facteur de x moins 3. Il me faut calculer maintenant la dérivée de f. f' de x. F est de la forme 1 sur u. Donc la dérivée, alors je vais quand même détailler, bien qu'il soit très tard. Alors donc là, posons u de x égale x moins 2. U' de x est tout simplement égal à 1. Donc f est de quelle forme? F est de la forme 5 fois 1 sur u. Sa dérivée, c'est f' égale à moins 5 sur u au carré. D'accord? Moins 5 sur u au carré, ce qui vous donne f' de x égale, je remplace, moins 5 sur u au carré, x moins 3 au carré. X moins 3 au carré. X moins 2 au carré, j'ai eu peur. C'est x moins 2. C'est x moins 2. Donc, je calcule f', alors je prends une couleur, je calcule f' de 3, qui est mon coefficient, qui est le coefficient directeur de la tangente. Donc, ça fait 3 moins 2, ça fait 1. Donc, ça fait moins 5. Et je calcule f de 3, qui est égal à plus 5. Et il ne me reste plus qu'à remplacer. Ça fait y moins f de 3, 5, égale f' de 3 moins 5, facteur de x moins 3. Je développe et je simplifie. Ça fait moins 5x plus 15 plus 5 plus 15 plus 5 plus 20. Je vérifie, moins 15, voilà. Voilà. Alors, bien sûr, il me restera une autre séquence à faire sur les fonctions. Cette fois-ci, expliquer pourquoi il est très important d'étudier le signe de la dérivée pour savoir si une fonction est croissante ou décroissante. Je vous le dis très rapidement pour la prochaine fois. Lorsque on aura à étudier le sens de variation d'une fonction sur un intervalle i,
Étape numéro 1, on va dériver f. Étape numéro 1, on va calculer la dérivée de f, on va calculer f'. Et étape numéro 2, on va étudier le signe de f' de x. On va étudier le signe de f' de x. Et on verra que si f' de x est positif sur un intervalle, on dira que la fonction est croissante sur cet intervalle. Si la dérivée f' de x est négative sur un intervalle i, on dira que la fonction f est décroissante sur cet intervalle i. Voilà, j'espère avoir été assez complet et n'hésitez pas encore une fois à partager avec vos camarades qui effectivement peuvent avoir ce besoin-là. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt et encore une fois, bonne année et bon courage pour l'année 2021.